Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cédric qui est coach professionnel à son compte bien sûr, mais qui est aussi le président de l'association Loire et Idées qui représente TEDx Orléans. Et donc on va parler de ce sujet, on va parler de comment il s'organise au quotidien parce qu'il est aussi devenu sénateur d'une autre association. Il en parle beaucoup mieux que moi et vous donne de super conseils, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Le côté fun, le côté être sérieux sans se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire que si les choses peuvent être faites avec un minimum de légèreté, de dédramatiser certaines situations, par exemple, ça peut aider. Ça peut aider parce que finalement on relativise et puis c'est comme quand on apprend à marcher, hein, on tombe des milliers de fois et puis on finit par se relever. Donc c'est d'en rire. Voilà, je suis tombé, c'est galère, je me suis planté et Dieu sait que je me suis beaucoup planté sur certains sujets et je continuerai encore, mais je vais de l'avant. Bonjour Cédric, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial, ton parcours professionnel, mais aussi de notre fameux sujet du jour, TEDx Orléans. Bonjour Alexandre. Alors, pour ma première question, comme je pose toujours à tout le monde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, personnel? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc tu es dans le monde du coaching? Qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui? Alors mon parcours a commencé dans l'informatique. Je viens de l'informatique à l'origine. J'y ai travaillé pendant 10 ans. 10 ans sur des métiers de conseil, conduite de projet informatique pour des grands comptes où j'accompagnais à la mise en place de systèmes spécifiques. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, ça m'a beaucoup plu et est arrivé un moment, un questionnement sur finalement est-ce que c'était fait pour moi la technique, en tout cas l'informatique. Donc j'ai commencé à amorcer un virage en 2010-2011 et là j'ai rejoint un groupe de distribution spécialisé qui avait besoin d'un responsable système d'information métier et organisation. Donc je commençais déjà un petit peu ma mutation vers le métier de l'accompagnement, là plus spécifiquement l'accompagnement au changement, puisque j'avais une équipe d'une dizaine de personnes qui accompagnaient des magasins sur un changement de système de gestion commerciale et encaissement. Donc des formateurs avec lesquels je travaillais au quotidien pour former, accompagner au changement ces différents magasins sur toute la France. Donc un métier qui m'a également beaucoup plu, mais je sentais qu'il fallait que j'aille encore un peu plus loin dans ce virage, ce qui m'a amené à faire un bilan de compétences sous les conseils d'une amie, parce que j'avais à un moment donné des questions de sens sur ce que je faisais. On était sur un beau projet mais qui patinait, et donc j'ai fait ce bilan de compétences qui m'a amené à intégrer un cabinet de conseil
en 2015, cabinet de conseil qui travaille exclusivement avec les collectivités territoriales et les établissements de santé sur des sujets spécifiques en accompagnement, notamment la prévention des risques psychosociaux. Et donc j'ai commencé dans ce cabinet à vendre, à proposer ces solutions. Je me suis formé sur ces différents sujets. Ça m'intéressait de mettre en œuvre. Donc j'ai continué mon chemin en me formant à différents sujets, notamment la programmation neurolinguistique, le coaching professionnel, parce que je me suis formé sur ce sujet, parce que ça m'intéressait. Et donc, je me suis retrouvé, quelques années après mon embauche en 2015, à mettre en œuvre ces démarches auprès de mes clients. Donc, prévention des risques psychosociaux, de l'audit organisationnel, du coaching individuel et collectif, et même de la médiation et gestion de conflits. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ma structure depuis début 2021 sur ces sujets-là. Donc j'accompagne mes clients, donc soit le monde public ou des entreprises, sur ce sujet de la prévention des risques psychosociaux, sur de la formation également, parce que je suis formateur, et du coaching professionnel. OK. C'est riche, très riche. Je prends des notes en même temps, donc donc t'étonnes pas si je réponds pas tout de suite, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. J'avais une question, donc au départ, tu me parles, quand tu as effectué ton bilan de compétences, de questions de sens et cetera. Est-ce que, ça se passait mal dans le boulot ou enfin voilà, tu arrivais à un moment où tu t'épanouissais plus, où tu trouvais plus, ben, voilà, comme tu le dis, de sens à ce que tu faisais, tu avais plus de motivation à y aller ou ça vraiment ça il y a eu, une grosse coupure parce qu'il y a un truc, qui a fait que? Alors il y a 2 raisons essentiellement. La première, c'est le sens au travail, parce que j'étais mobilisé sur un projet qui patinait. Heu et le terme est c'est un euphémisme, il patinait ce projet. Donc quelque part, j'avais un sentiment de ne plus être très utile finalement sur ce projet-là, parce que ça me mettait du temps et puis la technique commençait à un petit peu m'agacer, je dirais. On est sur des sujets informatiques, le logiciel ne fonctionne pas. Enfin, ça a mis du temps. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis il y avait le volet management également. Et j'ai appris depuis, parce que j'avais dans l'équipe un certain nombre de difficultés à gérer, humaines. Euh, Comme je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'est peut-être aussi un déclencheur qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc il y avait ces 2 sujets, la question du sens au travail et le volet managérial où je me sentais un petit peu pris en étau parce que d'un côté j'avais envie que l'équipe avance, l'équipe fonctionne, et de l'autre côté je sentais qu'il y avait des difficultés relationnelles qui entachaient tout ça. Et donc ces 2 éléments m'ont un jour fait prendre conscience que peut-être que je devrais faire autre chose, réfléchir à la réorientation de ma carrière, donc continuer cette transition quelque part. D'où ce bilan de compétences qui m'a été conseillé par une amie coach, qui m'a dit à l'époque, avant de pouvoir démissionner ou prendre une décision, fais un bilan de compétences, ça va te donner peut-être quelques clés pour la suite de ton parcours. Donc j'ai suivi son conseil et ce bilan de compétences m'a fait vraiment le plus grand bien, parce que ça m'a permis de prendre conscience que ce qui m'anime et là où je me sens le plus utile, euh, ce sont les sujets d'accompagnement humain. Mmh. OK et donc du coup, depuis 2015, tu accompagnes, donc comme tu l'as dit, des entreprises, des personnes, aussi en individuel, enfin voilà, sur toutes ces problématiques-là. Oui. En parallèle, il y a eu donc, la création de l'association TEDx. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce petit cheminement-là, enfin ce gros cheminement-là? Alors, je pense que je ne crois pas au hasard, il y a forcément des choses qui se sont croisées, parce que euh, TEDx Orléans est né en 2015 et ça correspond à une transition que j'ai pu faire professionnellement.
Donc à l'origine, ce projet a été porté par une association qui m'est également chère, la Jeune Chambre économique d'Orléans. Et donc cette association qui œuvre sur son territoire pour créer des changements positifs, des projets, donc des citoyens entreprenants âgés de 18 à 40 ans, qui ont cette philosophie et ce credo de pouvoir apporter des changements positifs et durables. Donc, dans cette association, donc j'y étais à ce moment-là depuis 2013, un jour en assemblée générale, j'ai proposé de mettre en place ce projet TEDx Orléans. Pourquoi? Parce que je suis idéaliste et j'avais en tête un autre projet de mettre en place une plateforme de partage d'idées. Voilà, j'avais une petite idée comme ça derrière la tête. Et puis en discutant avec des collègues de l'époque, ils m'avaient mis sur le chemin de TED, les conférences TED américaines. Et donc petit à petit, j'ai creusé et je suis arrivé sur ce concept des conférences TEDx, qui est une déclinaison locale des conférences TED américaines. Et donc dans la Jeune Chambre économique d'Orléans, où on peut tout tenter, c'est un incubateur de leaders citoyens, c'est notre baseline. J'ai annoncé un jour en assemblée générale, les amis, j'ai une idée, et si on créait un TEDx à Orléans? Et ça s'est créé comme ça, finalement, c'était le déclencheur. Et donc là, il y a eu des réactions, les yeux ronds, c'est quoi ton truc? C'est quoi TEDx? Ça ressemble à quoi? Et j'ai jamais entendu parler. Et puis d'autres qui connaissaient le concept, qui m'ont dit tout de suite, ah mais c'est une super idée, on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Et donc ça m'a conforté dans l'idée de créer cet événement et comme tout ne se fait pas seul, j'ai pu être accompagné par un petit noyau dont beaucoup sont encore là aujourd'hui, 6 ans après, donc pour créer ce premier événement TEDx Orléans. OK. Et donc pour pouvoir créer un événement TEDx Orléans, il faut une licence. Ouais. Il faut que la marque TED américaine puisse donner sa confiance à une personne, donc c'est vraiment une licence nominative. Et donc je m'y suis surpris à plusieurs tentatives parce que je n'avais pas bien compris à l'origine ce qu'ils attendaient de cette demande de licence. Donc c'est une licence qui est gratuite mais motivée. Donc c'est un formulaire en anglais qu'il faut remplir avec un certain nombre de questions. Ça prend du temps. Et donc, au bout de la troisième fois, avec le soutien de l'équipe, et ça, j'insiste là-dessus parce que à bien des reprises, j'ai voulu lâcher cette demande de licence, que voilà, j'avais des refus, et la licence étant, l'équipe étant là, m'a porté. Donc, la licence a fini par être obtenue fin 2015, et donc dès fin 2015, nous avons commencé à travailler sur le projet pour l'organisation du premier événement en juin 2016. OK. Et comment, concrètement, comment ça se crée un événement? Quel est le concept, de TED à l'origine et comment vous l'avez adapté sur Orléans? Parce que, ben, voilà, TED, c'est américain. En France, on n'a pas les mêmes manières de vivre, les mêmes cultures et cetera. Comment ça s'adapte en France? Alors, pour commencer, je vais juste rappeler ce qu'est TED. TED signifie Technology, Entertainment and Design, qui sont les 3 piliers de ce format de conférence euh, qui est né aux États-Unis au milieu des années 80. Donc, c'est un concept qui vise à mettre en lumière, à mettre sur scène des personnalités qui sont un peu avant-gardistes, qui ont des projets d'impact inspirants à partager. La baseline, le slogan de TED, c'est Ideas Worth Spreading, des idées qui méritent d'être partagées. Donc, à ce moment-là, il y a eu des personnalités, je peux citer Bill Gates, Bono, Al Gore et bien d'autres qui ont pris la parole sur une scène TED pour partager ces idées, leurs projets, leur vision de société. Et devant le succès de ce format d'événement, la fondation TED a décidé de créer une marque, une déclinaison locale TEDx. Donc X signifiant événement organisé de manière indépendante. Donc ces événements TEDx sont organisés par des associations comme pour Orléans, respectent la charte fixée par TED, donc le même code de conduite, ne serait-ce que la charte graphique jusqu'aux sujets qui sont
à éviter dans ce format de conférence. Je pense notamment à des sujets plus d'ordre religieux, politique notamment. Et avec un format de cycle de conférences qui dure moins de 18 minutes. Parce que 18 minutes, c'est quelque part le temps qui a été étudié par certains spécialistes de la question, durant lequel la concentration est maximale finalement. Et on se rend compte que de plus en plus, je le vois sur les différents réseaux, que les entreprises sont de plus en plus adeptes à ce format de conférence, parce qu'on est sur moins de 20 minutes, c'est court, on va à l'essentiel, on met du rythme et surtout de l'émotion. Donc TEDx Orléans s'inscrit dans cette logique-là, d'avoir une succession d'orateurs, de speakers, en moyenne 8 pour une soirée complète ou une après-midi. Et donc, moins de 18 minutes pour pouvoir partager des projets d'impact, des idées inspirantes. Donc, ces intervenants sont sélectionnés, parce qu'il y a une partie candidature aussi, comme beaucoup de TEDx d'ailleurs, et sont accompagnés, coachés pour une prise de parole d'impact. Et donc, un événement TEDx, en tout cas celui d'Orléans, nous avons estimé qu'il faut entre 6 à 9 mois pour le préparer. Entre la sélection des speakers, la communication, la recherche des partenaires, parce que cet événement ne peut pas avoir lieu sans des soutiens financiers ou en nature, donc il faut des partenaires, la communication, préparer la logistique, les expériences qu'on veut faire vivre aux participants, et tout ça, on est sur cette moyenne, on est sur plusieurs mois de préparation, avec à peu près 20 bénévoles qui travaillent toute l'année. Quand j'y travaille, c'est un grand mot parce qu'on prend beaucoup de plaisir à nous réunir et à préparer cet événement. Yes, je le sais depuis peu puisque j'ai rejoint depuis peu, l'asso, et c'est vraiment génial, mais est-ce que tu peux du coup nous découper un petit peu les pôles? Alors moi, je vais faire comme si j'étais pas au courant, mais qu'on sache Ouais. un petit peu comment c'est organisé. Je suppose que dans tous les TED, en France, ça doit être organisé à peu près de la même manière et donc du coup, bah, on aura une vraie vision de comment c'est en interne et comment ça fonctionne, TED, au final. Alors, les conférences TEDx sont organisées à peu près de la même manière, hein. À Orléans, nous avons Mmh. fait le choix d'avoir 4 pôles, hein. Le pôle speaker est composé de bénévoles qui vont s'assurer, alors dans un premier temps, de la sélection des futurs speakers. Donc, toute la partie appel à candidature, sélection des speakers, accompagnement, lien avec les coachs, parce que nous faisons appel à des coachs professionnels pour accompagner les speakers. Donc, ce pôle-là fait le lien et je dirais materner, va faire en sorte que les speakers soient dans les meilleures conditions possibles le jour J. Donc on est vraiment sur un pôle qui est dédié exclusivement à l'accompagnement des speakers. Donc ça pendant toute la phase préparatoire. Le pôle communication, dans lequel tu es, Alexandre, va avoir la belle responsabilité d'assurer la promotion de l'événement, la communication, euh, déjà la mise à jour de notre site internet, la rédaction et l'envoi des communiqués de presse, l'animation des différents réseaux sociaux, parce que nous sommes présents sur la quasi-totalité des réseaux sociaux. Et le pôle communication va aussi donner les indications sur les speakers à un moment donné. Donc il y a toute une ligne éditoriale, une stratégie qui est élaborée par le pôle communication pour communiquer au bon moment, au bon endroit, la ligne éditoriale de l'événement. Et ça va aussi jusqu'à la conception du programme en lien avec la thématique de l'événement. Le pôle logistique expérience, c'est un pôle qui va s'assurer de trouver le lieu de l'événement, donc élément également fondamental, où se situera, où aura lieu l'événement, qui va s'occuper de la gestion de la billetterie, qui va également mettre en œuvre toute l'expérience autour de l'événement, parce que nous partons du principe que TEDx Orléans, ce n'est pas uniquement des conférences où les personnes sont plutôt passives. Déjà par nature, les speakers invitent
les participants à l'action et nous, on veut également mettre l'accent sur l'expérience autour de l'événement. Donc, il y a eu plusieurs expériences qui ont pu être mises en œuvre depuis 2016. Je pense tout de suite à notre premier TEDx Orléans, dont la thématique était métamorphose, où nous avons mis en place un tunnel qui symbolisait quelque part la chrysalide. Donc, les participants devaient passer par un tunnel. Une très belle idée d'Antoine Boccheo qui, à l'époque, nous avait vendu ce projet. Nous avons tous adhéré. Donc, une expérience autour du tunnel, une expérience autour des jeux en bois, de la musique en live pendant la pause. Donc, c'est ça l'expérience. C'est au-delà de l'événement, c'est quelle expérience les participants vivent. Et il y a enfin le pôle partenaire qui va avoir la lourde responsabilité d'aller chercher les soutiens, qu'ils soient financiers ou en nature. Et donc, nous travaillons avec des institutionnels et également des entreprises privées. Donc, 4 pôles de travail qui correspondent à peu près à une vingtaine de personnes, sachant que le jour J, ça peut monter beaucoup plus haut parce qu'il y a tout un tas de bénévoles, et je les en remercie, qui viennent chaque année nous donner un coup de main pour accueillir les participants. Et une année, on est monté jusqu'à 80 bénévoles. Ah oui, énorme. Ok, donc 4 pôles, environ 20 bénévoles qui travaillent vraiment à l'année sur les projets, voire jusqu'à 40 bénévoles selon les timings de l'année, et Oui. environ 80 bénévoles sur place le jour J, en tout cas pour les événements. Il y a d'autres types d'événements que vous organisez aussi avec TEDx. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, je vous ai parlé des conférences TEDx Orléans, donc un événement par an, mais nous faisons aussi le choix à Orléans d'organiser des salons, des TEDx Orléans salons, qui sont des événements qui respectent les mêmes codes de TED, hein, finalement, avec les particularités que l'événement est dans un format plus intimiste, donc on est sur 50, 80 personnes grand maximum, avec la possibilité d'interagir avec les speakers, parce que à la fin des interventions, qui restent sur le même format de 18 minutes, les participants peuvent poser des questions et échanger avec le speaker. Et nous avons sur ce format une thématique. Donc depuis 2016-2017, nous avons organisé 7 salons avec des thématiques aussi riches que variées, telles que neurosciences et enfance, ou encore les trous noirs, comment se connecter à soi pour se connecter aux autres, voilà, l'intelligence artificielle. Voilà, donc, beaucoup de sujets qui adressent des publics différents, mais encore une fois, un événement ouvert à tous. Ok. Donc TEDx événement, TEDx salon. Est-ce qu'il y a d'autres types d'événements que vous pouvez organiser? Peut-être des événements un peu plus privés pour des partenaires, par exemple? Oui, c'est tout à fait possible. Merci, Alexandre, de le préciser. Selon les niveaux de partenariat, nous pouvons effectivement organiser des événements exclusifs sur le format TEDx. Alors, ça ne sera pas relayé sur les réseaux sociaux comme un TEDx, ce n'est pas un TEDx, mais nous respectons le code, donc une intervention impactante, vraiment pour certains clients qui nous soutiennent depuis longtemps et pour lesquels une convention a été signée dans ce sens-là. Donc c'est possible, effectivement, pour certains partenaires d'avoir des événements un peu exclusifs. Ok, super. J'avais une autre question par rapport à tout ça. Comment tu fais pour jongler entre TEDx et ton activité au quotidien? Parce que ça doit être... enfin, j'imagine que tu les mets ensemble, mais comment est-ce que tu t'organises au quotidien? Alors déjà, je ne suis évidemment pas seul. Aujourd'hui, je suis président de l'association, mais il y a un collectif. Il y a un très fort collectif qui est très soudé. Il y a une belle synergie. Donc, la charge de travail est bien répartie entre les différents pôles et entre les différentes personnes composant les pôles. Donc, pour cette partie-là, je dirais, je ne fais pas tant que ça, si ce n'est de la représentation ou être en soutien notamment du pôle speaker ou du pôle partenaire. Après, l'équilibre avec ma vie professionnelle, le mot est dit, hein, c'est l'équilibre, hein, ce sont les priorités posées, c'est
Également, une organisation prise et validée, actée avec mon épouse et mes 2 enfants, parce que j'ai 2 enfants de bientôt 9 et 11 ans. Donc c'est de l'organisation. Je dirais qu'à un moment donné, la priorité sur une demi-journée donnée, par exemple, je ne me consacre qu'à ma famille. Et puis le reste du temps, voilà, je priorise. J'ai été aussi à une bonne école, la Jeune Chambre économique, qui apprend à bien structurer son temps et à prioriser et à bien déléguer. Voilà, donc je dirais, c'est avant tout ça, de la délégation. Je fonctionne beaucoup à la confiance et j'aime que les collectifs, que les organisations aient des énergies libérées. Voilà, je fonctionne beaucoup à ça, à la libération de l'énergie, que chacun puisse apporter sa contribution à partir du moment où chacun s'inscrit dans le cadre, dans le pacte fixé ensemble. Là, c'est très simple, c'est pour TEDx, c'est la charte TED, tout simplement. Les règles que nous nous sommes fixées entre nous également, et à partir de ce moment-là, chacun peut s'épanouir et je n'ai pas tant à faire que ça, bien au contraire. OK. C'est super intéressant, que tu parles d'énergie justement parce que, comme tu le sais, c'est quelque chose qui m'anime, plutôt pas mal, et Mmh. qui nous suit dans ce podcast et dans tous les contenus qu'on propose. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin dans ce que tu entends par énergie libérée, justement? Alors ce que j'entends par énergie libérée, c'est, tout simplement que chacun se sente pleinement à sa place, que chacun ait bien conscience de cette notion qui m'est chère, l'interdépendance. Nous sommes tous dépendants les uns des autres et que nous avons tous et toutes des talents, des prédispositions, des envies, des appétences qui ne méritent qu'à être exprimées. Donc je parle de ça. Après c'est un peu mon métier, hein, dans Mmh. l'accompagnement, dans le coaching professionnel notamment, où je m'attarde vraiment sur ces points-là. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous des objectifs. Transformons ces objectifs en désirs vraiment réels et puis mettons en place un plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et donc je fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire que euh, dans un cadre bienveillant. Alors, je dis souvent bienveillance sans complaisance, parce que s'il y a quelque chose à dire, on se le dit. La bienveillance a souvent été, et l'est encore malheureusement galvaudée. Bienveillance et veiller au bien des autres, si on revient à la définition d'origine. Donc, si à un moment donné, je me rends compte que quelqu'un, alors, ça lui fait du mal, à un moment donné, j'irai lui dire. Donc, c'est pour ça que je parle de bienveillance sans complaisance, de la franchise, de la transparence, et puis surtout, surtout, surtout du plaisir. Voilà, c'est vraiment l'un de nos moteurs d'ailleurs. Passer des samedis après-midi ou des samedis complets à travailler sur ces sujets-là, je ne le ferai pas sans plaisir. Donc le plaisir de travailler sur ces sujets-là, le plaisir d'apprendre et le plaisir d'être les uns avec les autres. OK. Et c'est à ce moment-là que les énergies seront libérées. Ouais, complètement. Je te rejoins complètement et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens d'expliquer effectivement, notamment avec cette notion de bienveillance qui est un mot qu'on entend beaucoup, partout, à tout bout de champ et on ne sait plus vraiment à quoi il correspond et donc tu l'as très bien expliqué. Est-ce que du coup, donc dans ta vie de tous les jours, ça se couple très bien, organisation, le fait de laisser de la confiance et de l'autonomie aussi, aux gens avec qui tu travailles. Est-ce que tu peux nous parler aussi alors j'ai cru voir, j'ai ouï dire que tu avais été nommé sénateur, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? C'est dans quel cadre? Enfin voilà, moi je ne m'y connais pas très, très bien dans toutes ces choses, un peu politiques, donc est-ce que tu peux nous expliquer? Alors bien sûr, alors déjà ce n'est pas politique, D'accord. sénateur de la Jeune Chambre internationale. Alors comme je disais en début, d'interview, je suis, en tout cas, voilà, membre de la Jeune Chambre économique d'Orléans. Donc l'association, la Jeune Chambre économique d'Orléans dépend, de la Jeune Chambre économique française qui elle-même fait partie d'une organisation mondiale qu'on appelle, JCI, la Junior Chamber International, la Jeune Chambre internationale. Et donc, passé 40 ans, ou même un peu avant pour certains cas de figure, une jeune chambre économique locale, donc en l'occurrence celle d'Orléans, peut faire le choix de décerner cette distinction à l'un de ses adhérents qui a œuvré, qui a contribué à
faire des projets sur le territoire pour la jeune chambre. Et donc, c'est un dossier qui est instruit par un ou plusieurs membres de la jeune chambre en question. Donc, pour moi, je fais un coucou à Aurélie Branjonneau, qui est l'instigatrice de ce beau dossier de Sénat, qui a été soutenu et accompagné par Marc Costis et puis d'autres, hein. Et donc, ce dossier a été monté, qui retrace tout mon parcours, en fait, depuis 2013, tous les projets dans lesquels j'ai pu m'investir, les projets que j'ai pu créer, les responsabilités que j'ai pu avoir, parce que j'étais président de la Jeune Chambre économique d'Orléans en 2020, administrateur national l'année suivante. Donc, tous ces éléments-là sont mis dans un dossier qui sont soumis à la région, donc à la fédération Centre-Val de Loire, qui regroupe toutes les jeunes chambres de la fédération. Donc là, le président de région apporte son tampon pour acter que cet adhérent mérite d'avoir cette distinction. Puis, ça passe au niveau national. Donc là, en l'occurrence, notre présidente nationale de l'année dernière, Diarra Khan, que je salue, a validé aussi de son côté que ce dossier mérite d'être porté au niveau international. Et à ce moment-là, le niveau international valide, acte que cette distinction peut être donnée à cet adhérent. Donc c'est quelque chose de lourd administrativement, ça prend plusieurs semaines ou mois même, entre les différentes commissions. Et puis il y a toute une organisation sur la cérémonie de remise, avec un certain nombre de protocoles, parce que c'est ça aussi la jeune chambre, c'est un respect de certains protocoles qui amène à avoir un événement qui est encore plus, qui apporte encore plus d'émotion. Donc j'étais très ému, parce que c'était une surprise, je n'étais pas du tout au courant de cette remise de Sénat, et encore moins de la soirée, parce que c'est une surprise de bout en bout, organisée par ma famille et amis. Et donc, depuis le 23 avril, j'ai ce titre de sénateur GCI, numéro 80 291. Voilà, petit clin d'œil pour mes amis sénateurs qui me demandent, lorsqu'on se voit, mon numéro de sénateur. Voilà, donc j'ai cet honneur aujourd'hui d'être membre à vie, c'est-à-dire que je peux soutenir, accompagner, conseiller, si besoin, n'importe quelle jeune chambre économique qui le souhaite. OK. Donc ça, c'est le rôle aussi qui est alloué, avec cette distinction. C'est que tu as quand même, une mission, c'est de conseiller aussi les autres chambres et cetera. Comment ça se Oui. passe? Ben, je réponds présent si on me sollicite. OK. C'est ça la posture du sénateur. C'est-à-dire que si une jeune chambre économique, par exemple celle d'Orléans ou une autre, hein, a un questionnement, une difficulté sur des sujets d'organisation du collectif ou un problème avec un partenaire, voilà. Mon rôle, ça va être, selon mon expérience, d'écouter, parce que déjà c'est la base, hein, c'est d'écouter, et si il y a une demande exprimée de conseil, de conseiller, voilà, en m'appuyant sur mon expérience, sur mon réseau, parce que le sénateur est également là pour ouvrir des portes. Si jamais il y a besoin de contacter une personne et que j'ai dans mon carnet d'adresse cette personne-là, voilà, c'est mon rôle aussi d'accompagner les membres de différentes jeunes chambres qui le demandent. OK, très bien. Donc du coup, tout est en lien finalement parce que c'est via cette association, si je récapitule bien et si j'ai bien compris, de, la Jeune Chambre économique d'Orléans que, tu avais proposé, l'idée en 2013 de créer le TEDx Orléans et qui En 2015. s'est lancé en 2013 tu as proposé et en 2015, ça s'est lancé, c'est Alors, ça? j'étais intégré en 2013 à la Jeune Chambre économique d'Orléans. J'ai Ah. proposé le projet en 2015 et il a été officiellement, voilà, le jour J a eu lieu en 2016, le premier. OK, Pour le TEDx. d'accord. Bon, alors j'avais mal compris, donc je corrige mes notes. OK, bah, super. Donc finalement tout est relié et tes activités multiples se relient entre elles, donc c'est aussi pour ça que tu peux les organiser, comme tu l'entends et tu peux, gérer ta vie pro, ta vie perso, correctement. C'est exactement. J'avais une autre question pour toi. On en a déjà parlé en off. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat à leur compte et qui rencontreraient des peurs, des freins? C'est un peu la question que je pose à tous les entrepreneurs qui viennent dans le podcast. Alors oui, la première chose, c'est
évidemment d'avoir confiance, de croire en son projet. C'est vraiment de le vivre avec amour. Ça, c'est important, cette notion d'amour, cette notion de passion. Donc, la confiance, ça, c'est vraiment la, la première chose, je dirais, à un entrepreneur qui souhaite se lancer, c'est d'avoir confiance, de bien formaliser son objectif, sa vision. Voilà. Donc, j'ai confiance en mon projet, je sais où je vais et je mettrai l'énergie pour y arriver. La deuxième chose, je dirais, c'est les personnes ressources. C'est-à-dire bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, je parle de personnes qui tirent vers le haut. Les personnes qui vont questionner, qui vont challenger, qui vont soutenir, qui vont accompagner. C'est d'avoir dans son entourage toutes ces personnes qui donnent de l'énergie, finalement, pour pouvoir atteindre ce projet. Et puis, la troisième chose, et c'est peut-être aussi lié à ma nature, c'est, je dirais, le côté fun. Le côté être sérieux sans se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire que si les choses peuvent être faites avec un minimum de légèreté, de dédramatiser certaines situations, par exemple, ça peut aider. Ça peut aider parce que finalement on relativise et puis c'est comme quand on apprend à marcher, hein, on tombe des milliers de fois et puis on finit par se relever. Donc c'est d'en rire. Voilà, je suis tombé, c'est galère, je me suis planté et Dieu sait que je me suis beaucoup planté sur certains sujets et je continuerai encore, mais je vais de l'avant parce que j'ai le premier conseil que je viens de donner, la confiance et l'envie, la vision d'atteindre ces objectifs et je sais que j'ai autour de moi des personnes pour me soutenir, m'accompagner et m'aider quand il le faut. Mmh. J'adore ces 3 conseils et surtout le dernier parce que tu es, je pense, un des premiers. Pourtant il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus dans ce podcast, à nous le dire. Si je le retraduis, avec tes mots, c'est, donc, être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Et c'est exactement ça. C'est finalement, bien sûr rester dans cette ligne avec tes objectifs, avec ton organisation et cetera, mais aussi savoir, finalement se remettre en question, savoir se dire: «Bon, bah, OK, ça a pas marché cette fois-ci, mais c'est pas pour autant un échec, c'est juste un apprentissage et je vais y arriver et je vais tout faire pour y aller, quoi». C'est ça. C'est super et du coup, tu disais, du coup, je me suis plantée et tu nous disais que tu t'es beaucoup plantée. Est-ce que tu aurais des petits exemples à donner pour, un peu, démystifier cet aspect entrepreneurial, l'entrepreneur qui réussit, qui fait un super grand chiffre d'affaires tout le temps et qui n'a jamais rencontré de problématiques? J'aime bien poser cette question parce que pour moi, l'entrepreneur, c'est aussi, des montagnes russes tous les jours et donc ben, tous les jours des trucs, qui ne devaient pas arriver, qui arrivent, mais finalement, on arrive à trouver des solutions. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Alors des exemples, je dirais, peut-être, j'ai eu, un peu d'excès de confiance, quelquefois, dans le sens où, je pensais qu'un dossier, était ficelé, que j'allais pouvoir remporter le marché et je me suis engagé dans un certain nombre de démarches, de formation, parce que le coach se forme en permanence. Mmh. Heu, il doit, cultiver son développement personnel et professionnel. Donc, je m'étais engagé dans une démarche, en fonction d'un autre projet que je pensais déjà ficelé, gagné, mais en fait, c'était pas le cas. Tant que ce n'est pas signé, c'est pas gagné. Ça, je l'ai appris aussi. Même si la personne en face vous dit c'est bon, c'est ok, on y va. Non, tant que ce n'est pas signé, tant qu'il n'y a pas d'engagement formel, ce n'est pas gagné. Donc, je l'ai appris. Maintenant, je le sais, je ne ferai pas deux fois la même erreur. Et puis, je dirais parfois l'erreur de manque de préparation. Voilà, se présenter à un rendez-vous et pensant que c'était tout du gâteau, mais en fait non, c'est jamais du gâteau. Il faut préparer. Il faut, tout à l'heure je disais, être sérieux, voilà, sans se prendre trop au sérieux, mais il y a être sérieux aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de prospection, ça se prépare. Voilà, il faut se renseigner un minimum sur l'interlocuteur que vous rencontrez. Voilà, donc ce sont des exemples de situations, et comme tu l'as dit si bien, ce ne sont pas des échecs, mais des apprentissages qui m'ont permis depuis de faire différemment, en tout cas de faire mieux.
OK. Ouais, c'est super, comme exemple, d'apprentissage justement parce que, enfin moi j'aurais aussi, beaucoup d'apprentissage, après cette première année à entreprendre et je pense que chaque année on apprend de nouvelles choses, on se plante et puis après on se rend compte que ce qui nous a posé problème à un instant T, bah, ça nous a permis de plus le refaire après et de réagir différemment, de grandir en fait, de se développer. Tout à Je fait. voulais, terminer cet épisode, à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter, par, un petit teaser de notre prochain événement TEDx. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, bien sûr. L'événement TEDx Orléans 2022, donc la 6e édition, aura lieu le samedi 3 décembre et va réunir 8 intervenants. Donc 8 intervenants qui vont parler de sujets, aussi riches que, variés. Donc un bel événement en construction avec une belle expérience. Il y aura de la retransmission également, dans différents lieux relais de la région Centre-Val de Loire. Donc un très beau projet avec, une thématique, autour de la notion de nuance. Donc, voilà, un sujet, qui nous a parlé au collectif, dans un monde où aujourd'hui on constate que les avis sont très polarisés. On est vraiment dans un... C'est ce que j'observe en tout cas de ma fenêtre. Il y a une polarité qui s'exprime de plus en plus forte. Et nous pensons que pour 2022, euh, l'heure doit être à la nuance. J'en dis pas plus. Je vous invite à venir nous voir le samedi 3 décembre. Mmh. Super, bah, moi j'adore ce sujet et je trouve, justement qu'il est plus qu'approprié après toute cette période qu'on a traversée, et que justement, comme tu le dis si bien, le monde est fait de pluralité, de polarité, pardon, je vais y arriver et qu'on est tous justement différents et que, cette nuance est créée aussi par nous et par tout ce que nous créons. Enfin bref, ça m'inspire beaucoup aussi. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer ou autre chose que j'aurais oublié de te questionner et que tu avais envie d'évoquer dans ce podcast? J'aime bien parler de derniers messages, de dédicaces ou une citation qui t'est chère et que tu as envie de nous partager. Alors, je dirais, en message, un peu, pour résumer tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, de se faire plaisir. De se faire plaisir, si, votre objectif est de pouvoir, créer une entreprise, de développer une nouvelle activité, si c'est quelque chose qui vous anime, si c'est quelque chose, pour lequel vous vous sentez utile, je fais référence à l'ikigai. Je vous invite à regarder ce que c'est que l'ikigai, cet outil, qui permet d'être aligné, d'être parfaitement aligné. Je vous dirais de foncer. Foncez, entourez-vous, des personnes, qui vous porteront, des personnes qui, vous soutiendront. Foncez, faites-vous plaisir et l'Everest, ne se gravit pas, en un seul jour. Allez-y étape par étape. Fixez-vous des objectifs, même le plus petit objectif soit-il, mais fixez-vous des objectifs micros et petit à petit, vous verrez arriver, le sommet de votre Everest. Super. J'adore, cette métaphore, de l'Everest. Merci beaucoup, pour tes partages, Cédric et merci pour ta confiance, ton temps et puis, je te dis à très bientôt pour, la sortie de cet épisode et puis même avant et après et pour le TEDx le 3 décembre aussi. Merci à toi Alexandre, c'était un vrai plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.